Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous présenter ce nouveau cycle donc, que l'on organise avec Conferencia. Pour ceux qui me connaissent, jusqu'ici, je me suis plutôt concentrée sur l'Italie puisque j'habite à Vérone et que j'ai fait une partie de mes études en Italie donc. Mais le prochain cycle sera dédié à la France et à une période historique particulièrement intéressante pour la France qui est le XVIIIe siècle. Un XVIIIe siècle que l'on va parcourir ensemble, on va véritablement le traverser en nous penchant sur 4 peintres, 4 figures fondamentales pour l'histoire de l'art français, qui sont aussi 4 générations de peintres et 4 générations qui vont décliner le thème de l'amour en particulier, chacun à sa façon, en partant des rêveries amoureuses et galantes d'Antoine Watteau, jusqu'aux représentations mythologiques un peu érotiques de François Boucher. Nous allons aussi nous intéresser à Jean-Honoré Fragonard, le peintre fougueux, le peintre des jeux amoureux et du libertinage. Et puis nous conclurons ce cycle avec une figure féminine, puisque, en fin de compte, lorsque l'on parle d'amour, forcément, la femme est au centre de l'attention et de protagoniste des tableaux, on va la voir actrice véritablement et peintre grâce à cette grande figure qui est Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, qui, elle, va décliner l'amour plutôt comme amour familial et amour maternel. Donc, à travers ces 4 peintres, à travers ces 4 styles, ces 4 genres, ces 4 sujets qui sont très différents, nous allons voir non seulement une évolution de la peinture et la grande richesse que nous offre l'art français au XVIIIe siècle, mais on va aussi voir une évolution dans les mœurs très très intéressante qui va donc du libertinage, comme je vous le disais, jusqu'à une vision plus moraliste de l'amour et une vision aussi très intéressante car elle est relative à l'éducation des enfants. Donc l'amour maternel pour conclure le siècle et pour conclure notre cycle avec Vigée-Lebrun. Alors, nous allons nous pencher tout d'abord sur Antoine Watteau. Alors évidemment, je suis un petit peu émue ce soir parce que c'est difficile de faire une conférence d'introduction avec 4 peintres qui sont 4 monuments de l'art français. Donc, ce soir, je vais vous présenter plusieurs œuvres. Certaines d'entre elles vont être un petit peu plus approfondies, d'autres vont être un petit peu survolées juste pour vous montrer de quoi il va s'agir au cours de ce mois de juin. Et puis, nous aurons l'occasion donc d'en reparler évidemment et d'approfondir encore plus. Donc c'est un petit peu l'idée de vous montrer, de vous donner une idée de ce que l'on va voir ensemble au cours de ce cycle et aussi de vous faire une petite idée de ces 4 personnalités à travers quelques œuvres clés. Donc Watteau, Antoine Watteau, Fantaisie amoureuse et fête galante va être notre premier protagoniste. Antoine Watteau, il va naître dans un contexte qui est celui du règne de Louis XIV, mais il va véritablement faire sa carrière sous la Régence. La Régence est une période assez particulière et il va se faire véritablement le chantre de cette révolution des mœurs qui a lieu après le règne de Louis XIV. Alors, certains d'entre vous, certainement, ont une petite idée sur Philippe d'Orléans, qui est le cousin de Louis XIV, le successeur officiel de Louis XIV. C'est Louis XV, bien sûr, mais qui, en 1715, n'a que 5 ans et qui donc ne régnera qu'à partir de 1723. Alors, ce régent, donc Philippe d'Orléans, il a un petit peu mauvaise réputation, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un personnage, en fait, assez intéressant qui finalement a plutôt bien gouverné la France, mais qui va complètement changer l'attitude des courtisans, qui va encourager des réunions plus intimes, qui va s'éloigner complètement de la mise en scène officielle et vers la fin du règne de Louis XIV moraliste, et qui va donc révolutionner véritablement la vie à la cour. Et
Il va par exemple lui-même, plutôt que de se mettre en représentation comme le faisait le roi Soleil, il va plutôt faire des réunions intimes au cours desquelles, selon ses détracteurs, avaient lieu évidemment des réunions plutôt olé olé, libertines, avec l'invitation de prostituées, avec des orgies de nourriture et de boissons, et des orgies sexuelles aussi, d'après donc toujours ses détracteurs. Alors, vous voyez, c'est puis cette citation qui reflète bien l'idée de cette régence qui est une espèce de libération véritablement de ces courtisans, de cette noblesse française, le libertinage qui accède au pouvoir et la chasse au plaisir qui gagne toute la société. Donc cette révolution des mœurs, elle va se voir en peinture. Je vous présente rapidement, mais on y retournera, on y reviendra lors de notre conférence sur Watteau. Il est entouré par des personnages tels que le cardinal Guillaume Dubois, qui, selon les détracteurs, toujours fournissait véritablement les maîtresses au régent. Donc un personnage ecclésiastique, mais finalement pas très moral, d'après les témoignages que l'on peut avoir. La fille même du régent était une femme très, très libérée, avec de nombreux amants, avec même toute une légende noire qui s'est tissée autour d'elle, comme par exemple la rumeur selon laquelle elle aurait même des relations incestueuses avec son père. Donc on est dans un climat, vous voyez, un petit peu vraiment très chaud, vraiment libertin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Watteau, lui, est à l'opposé un petit peu de cette, euh, de cette atmosphère sulfureuse qui entoure la cour. On le verra, c'est un petit peu à nuancer, mais il y a cette idée donc d'un grand libertinage au sein de la vie de cette noblesse. Et Watteau, alors, va être un bon représentant, il va savoir traduire cette nouvelle société, et en même temps, il le fait avec une grande pudeur et une grande poésie. Donc, on ne va pas du tout voir avec Watteau des débauches de nus et de scènes érotiques. Non, non, ça, il va falloir attendre Boucher et Fragonard pour le voir. Il naît à Valenciennes, c'est important parce qu'il va être profondément marqué par la peinture flamande. Valenciennes est une ville qui est flamande jusqu'à quelques années avant la naissance de Watteau, et il va traduire le goût, surtout pour la couleur et la touche libre que l'on trouve chez Rubens notamment. Il va reprendre cet idéal de peinture dans ses œuvres. Donc Valenciennes, il quitte Valenciennes, il va se former à Paris, et il va devenir célèbre pour un genre qu'il invente littéralement, qui est celui de la fête galante. Alors, qu'est-ce que la fête galante? Vous voyez ici un exemple de fête galante avec des aristocrates qui se retrouvent non pas dans les palais clos au sein de chambres closes, et donc qui dépendent un petit peu d'un formalisme, de l'étiquette de la cour. Non, les fêtes galantes ont lieu à l'extérieur. À l'extérieur parce que ça permet un rapprochement avec la nature, une libération des mœurs. Et c'est dans cette nature, dans ces bois, dans ces sous-bois, que Watteau va placer ses protagonistes comme de véritables acteurs, finalement, d'un thème qui est celui de l'amour, mais de l'amour galant. Donc, courtiser les belles, leur jouer de la musique, leur lire des poésies, cela va être le thème de ces rêveries amoureuses que Watteau va proposer. Le plus célèbre de ces tableaux, c'est celui-ci, puisque c'est vraiment ce tableau qui va donner l'origine au terme, au genre de fête galante. Il s'agit du pèlerinage à l'île de Cythère. Alors, c'est un tableau que je développerai assez longuement lors de la prochaine conférence sur Watteau, puisqu'il est vraiment très important pour la carrière de Watteau, mais pour la fête galante en général, qui devient un genre typiquement français, qui aura un énorme succès. Watteau est le premier, mais il va avoir des suiveurs qui déclinent ce thème. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, un paysage, bien sûr. Un paysage tout en nuances, avec une grande perspective, des montagnes qui se fondent à l'horizon, avec un jeu
sur l'usage de la peinture pour créer cette profondeur qui est en même temps, par son imprécision, en fait, crée une atmosphère. Je crois que c'est un mot-clé pour comprendre Watteau, son talent à créer des atmosphères. Comme vous le voyez, il y a des personnages, donc il ne s'agit pas d'un paysage pur, bien sûr, il y a des personnages qui n'ont pas une activité bien précise, finalement. Ils se comptent fleurettes, certains d'entre eux. Il y a des couples, ce sont tous des couples, qui se dirigent vers une embarcation, ici, qui semble donc, d'après le titre, qui est le titre qui a été enregistré dans le registre de l'Académie royale de peinture, le pèlerinage à l'île de Cythère. Donc, des couples qui partent en pèlerinage. Ça peut sembler un petit peu curieux, cette idée de pèlerinage, qui est donc un terme religieux, et le thème de l'île de Cythère. Puisque l'île de Cythère, qu'est-ce que c'est? Si on était un petit peu moins nombreux, je vous demanderais peut-être de réagir dans le chat, je vous poserai des questions parce que c'est toujours intéressant. L'île de Cythère, bien sûr, beaucoup d'entre vous le savent, il s'agit de l'île de Vénus, l'île de l'amour par excellence. Alors, si l'on regarde dans la tradition iconographique italienne, par exemple, bien sûr, on pense à Botticelli, qui nous montre la naissance de Vénus ici, avec Vénus qui sort des flots et qui s'approche de la côte de cette île de Cythère où elle va, qui va devenir son lieu de résidence, accueillie par Flore, par la déesse Flore, et poussée par le vent. Alors, je mentionne ce tableau non pas pour dire que c'est l'une des sources de Watteau, mais tout simplement pour rappeler que c'est un thème très ancien, mais qui va être mis à jour au XVIIe siècle par plusieurs pièces de théâtre et romans qui vont être dédiés à ce pèlerinage justement des amoureux vers l'île de Cythère. Alors, je vous montre aussi ces conférences, vous l'avez compris, ceux qui me connaissent déjà le savent, cherchent également de faire des comparaisons avec d'autres tableaux pour comprendre un petit peu mieux les sujets et comprendre aussi les personnalités des peintres. Alors évidemment, je ne pouvais pas résister à vous montrer le Titien, cette magnifique offrande à Vénus dans laquelle l'île devient une campagne vénète et les protagonistes ici sont une ribambelle d'amour qui joue et qui grignote des pommes et qui montre toutes les possibilités de l'amour, justement. Et puis on le voit, il y a cette statue de Vénus, justement, que l'on va retrouver chez Watteau et qui semble être quasiment vivante. Hein. On a l'impression que la pierre prend vie. Et peut-être la véritable source pour Watteau, c'est Rubens. Hein, j'en ai parlé, on en parlera beaucoup parce que Rubens, au XVIIIe siècle, revient. Il est l'un des modèles pour les peintres français, notamment les peintres que l'on va voir. Et ici, on voit Rubens qui dédie un tableau au jardin d'amour, un thème très proche. Ici, on n'a plus l'île de Cythère, mais vous voyez que nous avons des amoureux, nous avons des couples et des petits cupidons, bien sûr, des petits amours qui couronnent les amoureux, qui lancent leurs flèches. Et puis à nouveau, cette statue qui semble dominer la scène, toujours à droite, hein, chez Titien, chez Watteau et chez Rubens, et qui, chez Rubens, évidemment, est encore plus vivante et encore plus sensuelle. Elle devient une fontaine, vraiment une fontaine d'abondance. Et l'on voit ici, donc, à travers ces détails, la déclinaison du thème de cette île de Vénus, de ce lieu de l'amour, avec un Titien très classique, un Rubens qui met l'accent sur le mouvement, sur l'aspect charnel aussi de cette déesse, et Watteau, vous le voyez, qui finalement est tout en nuances, qui va montrer cette statue, mais qui est un terme en réalité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ses jambes, elle a juste un buste. Elle est décorée par des fleurs et elle aussi, elle règne sur cette île, ce royaume de l'amour. Alors, ce tableau, il est unique parce que Watteau a véritablement inventé un thème ici. Il a tellement bien inventé ce thème qu'aujourd'hui encore, les spécialistes se disputent pour savoir exactement quel est le sens.
L'embarquement pour l'île de Cythère va être ensuite appelé fête galante, et aujourd'hui, des spécialistes pensent qu'il s'agit d'amoureux qui partent de l'île de Cythère et qui donc ont déjà trouvé l'amour et retournent chez eux, ou bien au contraire, des amoureux qui arrivent sur cette île. Alors, je laisse en suspens la question, on en reparlera ensemble, on pourra étudier les différentes possibilités. Ce qui est sûr, c'est que Watteau a voulu nous montrer différentes étapes dans le sentiment amoureux, puisqu'ici, vous le voyez, on a un jeune noble qui est agenouillé et qui semble un prétendant clairement qui courtise cette jeune femme qui, elle, est timide. Elle regarde vers le bas, elle ne regarde pas directement son prétendant, elle a l'air hésitante. Et le petit amour, ici d'ailleurs, qui tire sur sa robe peut-être pour l'encourager, est lui aussi à moitié vêtu et à moitié nu, comme s'il représentait cette hésitation, l'hésitation de cette belle. Et puis à côté, oui, pardon, excusez-moi, voici un détail de ce petit amour. À l'opposé de ce cortège d'amoureux, on voit par contre ici des couples qui sont bien déjà avancés dans la relation amoureuse, puisque les femmes ici n'ont plus besoin d'être courtisées, c'est elles qui vont vers les hommes, celle-ci s'agrippe à son bras, celle-ci est tenue de manière très intime par la taille. Donc ici, nous avons 3 couples qui sont déjà des amants. Et au centre, nous avons des couples qui sont encore un peu dans une phase de transition, puisque cette femme doit se lever, elle doit prendre la marche de ce cortège, elle doit encore sortir peut-être de sa torpeur et suivre son sentiment amoureux. L'autre est certes embrassée par cet homme, mais elle regarde en arrière comme si elle avait encore quelques hésitations. Donc, Watteau ici crée un véritable ballet, une chorégraphie qui décline ce sentiment amoureux. Je vous montre un détail ici de l'embarcation, c'est très délicat, hein, on a du mal un petit peu à la reconnaître, cette embarcation qui ne peut m'empêcher de me faire penser aux gondoles vénitiennes que l'on peut voir lors des grandes fêtes de Venise au XVIIIe siècle, les gondoles d'apparat qui ressemblent fort, vous voyez ici un détail d'une peinture de Canaletto, certains d'entre vous le reconnaîtront. Une gondole vénitienne, c'est pas pour rien que je le dis, puisque Venise, à cette époque, et déjà au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'est un peu la patrie de l'amour, la ville plus libertine en Europe, où les courtisanes sont recherchées et sont aussi souvent des femmes de lettres d'ailleurs. Donc l'allusion à Venise n'est peut-être pas anodine ici. Et puis bien sûr, je vous montre aussi ce détail du paysage qui est incroyable, ce paysage à perte de vue, comme si Watteau ici voulait ouvrir le champ des possibilités à ses amoureux. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce paysage nous fait penser bien sûr au magique, magnifique paysage de Léonard de Vinci, des paysages qui se fondent vraiment, c'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Alors, et je vous l'ai dit, l'atmosphère est vraisemblablement ce que cherche Watteau, hein. Rendre une atmosphère en peinture, c'est extrêmement difficile. Watteau y parvient de manière splendide avec cette fête galante. Alors donc, ce tableau est très important parce que c'est la pièce de réception de Watteau à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il a fait attendre pendant 5 ans les académiciens. Il a été accepté à l'Académie en 1712, mais ce n'est qu'en 1717 qu'il donnera son morceau de réception après avoir été sollicité de nombreuses fois. Et il a obtenu ce privilège de pouvoir réaliser un tableau à sa guise, sur le thème qu'il désirait. Alors, sachant qu'à l'Académie royale de peinture et de sculpture, d'habitude, les morceaux de réception sont des peintures d'histoire, des peintures qui appartiennent au genre le plus noble, donc des peintures religieuses, d'histoire ou mythologiques, eh bien on voit que Watteau ici est très original. C'est véritablement un innovateur et pourtant, son talent va être reconnu par les académiciens avec cette fête galante qui fait de lui un membre de l'Académie.
Alors, je vous le disais, il va y avoir de nombreuses versions sur ce thème, de nombreuses variations. Watteau lui-même va créer, juste après, quelques mois ensuite, cette version qui va être achetée ensuite par le Frédéric II de Prusse, qui l'a peint pour son mécène, Jean de Julienne, dont on reparlera. Et ici, on voit qu'il varie sur ce thème. Cette fois, c'est un peu plus dessiné, un peu plus précis. Il y a plus de petits détails à regarder. Ce tableau, cette deuxième version, montre le succès que Watteau a pu connaître grâce à ce nouveau thème qui parlait à l'aristocratie. C'était comme un miroir pour l'aristocratie, une vision idéalisée de leur propre fête. Alors ici, je vous montre ce dessin parce qu'il est relatif à la deuxième version donc, du pèlerinage que vous voyez ici. Et pour introduire cette caractéristique de Watteau, c'est qu'il est un extraordinaire dessinateur. Et que si l'on a l'impression, en regardant ces tableaux, qu'il a une touche très libre, presque improvisée, presque spontanée, en réalité, Watteau est un grand travailleur et il étudie très patiemment et avec passion les différentes expressions, les têtes d'expression, les physionomies, les positions du visage. Il les décline. C'est pour ça que pour ce pèlerinage sur l'île de Cythère, je vous ai parlé d'une chorégraphie parce que c'est véritablement, on a l'impression d'être en face de danseurs. Donc on parlera aussi des dessins de Watteau parce que c'est un élément très important de sa production, très intéressant. Avec Watteau, on va parler de musique. On va parler de musique parce que c'est l'un des grands thèmes de Watteau. Watteau va être formé chez un peintre qui s'appelle Gillot, qui va être passionné de théâtre et de spectacle en général. Et chez Gillot, il va probablement prendre cette passion pour le théâtre et la musique que l'on voit ici, avec toujours notre fil conducteur, c'est l'amour, bien sûr. Alors ici, on a en face de nous un acteur, un rôle qui est celui de Mezzettine, qui est en fait un équivalent un petit peu d'Arlequin. C'est un personnage de la Commedia dell'arte, donc cette troupe, les comédiens italiens qui étaient à Paris et qui avaient un grand succès et qui étaient en rivalité avec la comédie française et les acteurs français. Et Mezzettine, il a été créé, ce personnage, par un acteur qui est justement originaire de Vérone, donc on en reparlera, et qui va connaître une grande popularité. Ce qui est amusant ici, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de théâtre est un fourbe, un rusé, quelqu'un qui ment constamment. Et ici, Watteau le montre dans une attitude qui est celle d'un amoureux transi, comme s'il voulait montrer l'humanité derrière le personnage, comme si l'acteur avait quitté la scène et, en tant qu'amoureux transi, faisait sa sérénade vers une femme dont le sentiment n'est pas partagé, n'est pas réciproque. On le sait que ce sentiment n'est pas réciproque parce que regardez cette statue ici qu'on entrevoit dans les arbres. C'est une femme qui se tourne de l'autre côté. Donc c'est ça la clé du tableau qui va nous faire comprendre qu'il s'agit d'un amour finalement qui n'est pas partagé. Et la figure de ce Mezzettine qui semble vraiment souffrir, il semble donner toute son âme pour cette femme. On la trouve dans une étude, justement, vous voyez à quel point Watteau prépare ces tableaux et combien le visage ici est proche de la réalisation finale. Et je vous montre le détail donc de cette dame statue, cette femme idéale qui se détourne de la sérénade. Le thème de la musique, on va le voir aussi dans ce magnifique tableau, la gamme d'amour, qui se trouve à Londres aujourd'hui et qui est très savamment composé avec cette diagonale. Vous voyez ici que Watteau déconstruit l'espace. Il nous fait un peu perdre nos repères et ça participe, je pense, de sa volonté de traduire le sentiment amoureux. Ici, on a une jeune femme qui lit une partition et cet homme qui, lui, est en train de jouer de la guitare. Et puis, on a d'autres personnages. Alors là, c'est encore une énigme. On va voir comment on peut essayer de déchiffrer ces tableaux, mais
on n'aura jamais une véritable réponse. Et c'est ça qui est beau, c'est la multiplicité des possibilités. C'est Louis Réau qui disait que Watteau est le premier qui finalement fait de la peinture pure, dans le sens que peu importe le sujet, c'est le plaisir de nos yeux lorsqu'on regarde le tableau, c'est le plaisir aussi de s'interroger devant le tableau qui compte plus que véritablement le sujet en lui-même. Donc, un thème, la gamme d'amour, très intéressant. Et si vous voulez, à la fin de la conférence, je vous ferai écouter, parce que j'ai oublié au début, je voulais le faire, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Je voulais vous faire écouter un morceau de Marin Marais qui, justement, fait partie d'une suite qui s'appelle La Gamme et autres morceaux choisis, et qui semble faire écho véritablement à ce tableau. Alors, le thème de la musique, donc je vous disais, est très, très important pour Watteau. Il y a d'ailleurs souvent des concerts qui sont conçus en fonction des œuvres de Watteau pour les illustrer. Et donc, c'est un autre aspect de sa production que nous verrons ensemble. Je vous montre quelques détails avec toujours ces énigmatiques figures qui dominent les personnages, avec une évolution peut-être encore ici du sentiment amoureux, on le verra ensemble. Et puis, l'importance aussi de la gravure que l'on va voir se développer tout au long du XVIIIe siècle et qui nous permet d'avoir, par exemple, ici, le titre, hein, La gamme d'amour. Ce titre a été donné parce que la gravure est intitulée de cette façon et qui va nous montrer combien les compositions, les œuvres des peintres qu'on va voir au XVIIIe siècle vont être diffusées chez les collectionneurs, chez les amateurs, et va alimenter le débat autour de l'art qui est fondamental au XVIIIe siècle. Donc la gravure va permettre véritablement de connaître et de former le goût et la connaissance des amateurs de peinture. Voilà la gamme d'amour. Le théâtre, troisième volet, troisième grand thème que l'on va trouver chez Watteau. Ici, nous voyons la comédie française. Donc, je vous l'ai dit, on va en parler. Le théâtre à Paris au XVIIIe siècle, les rivalités entre la comédie française, la comédie italienne, les tableaux qui s'inspirent des représentations de l'époque. Donc, on va voir qu'il y a énormément de dialogue entre théâtre et peinture. Et donc ici, nous voyons les acteurs de la comédie française. Watteau va aussi représenter les comédiens italiens. Donc, on va avoir plusieurs représentations, mais dans le sens pictural, de ces comédiens. Il les connaît. Certains de ces tableaux montrent de véritables portraits des comédiens. Donc, on va voir comment il y a un instantané aussi de la vie culturelle de l'époque dans les tableaux de Watteau, avec ici ce curieux tableau qu'il a vraisemblablement peint lorsqu'il était à Londres, juste avant la fin de sa vie. Il était déjà malade en 1720. Il représente ici les comédiens italiens, donc avec ce personnage qui est central, qui est le Pierrot, qui est un personnage un peu mélancolique, un peu bené, dont les autres en général se moquent, et qui est là au centre de la composition, alors que tout autour de lui, il y a un fourmillement de différentes attitudes, de différents sentiments, avec le vieillard ici qui ne comprend pas très bien ce qui se passe et qui semble regarder le couple ici qui s'embrasse. Donc toujours ce thème de l'amour qui revient dans les toiles de Watteau, même lorsqu'il s'agit de représenter donc une troupe théâtrale. Je vous montre un détail. Regardez la touche libre de Watteau, délicate de Watteau, qu'on peut voir dans toutes ses compositions. Et voilà, ce personnage qu'on va voir aussi dans un autre tableau, toujours peut-être plus connu, le Gilles ou le Pierrot de Watteau, et qui dénote une certaine mélancolie qu'on trouve chez Watteau en général. C'est un peintre qui célèbre le plaisir, la joie de vivre, mais avec toujours une touche mélancolique dans toutes ses compositions. Regardez la fougue des autres personnages à côté de lui qui créent un contraste. Et puis nous verrons, bien sûr, nous parlerons de ce tableau très célèbre qui est l'Enseigne de Gersaint, qui est un véritable chef-d'œuvre et qui regorge là aussi de messages, de renvois, de références. Il s'agit
d'une publicité finalement. Il s'agit d'une enseigne que Watteau a réalisée pour ce marchand de tableaux. Donc vous voyez ici une quantité de tableaux, des gens qui sont venus acheter, des scènes galantes à nouveau, hein, notre fil conducteur c'est toujours l'amour, en fait il s'agit peut-être d'une espèce de manifeste de la peinture pour Watteau, parce qu'on va voir ensemble, on va décrypter le tableau ensemble et on va voir quelles sont les références de Watteau, qu'est-ce qu'il a choisi de montrer dans ce tableau. C'est un tableau qui a eu un succès énorme, qui a été admiré par tout Paris à l'époque et qui, lui aussi, demeure assez énigmatique. Et on va voir se décliner à nouveau dans ce tableau une espèce de sentiment amoureux de la galanterie ici, avec cet homme qui tend la main à cette femme et qui se détourne à nouveau avec l'amour de Watteau pour les nuques féminines. Vous voyez qu'il y a très souvent des femmes qui ont cette position-là, qui fait écho au tableau qui se trouve derrière, où on voit un petit enfant, un petit amour, et une femme et un homme, ici, qui fait penser à la peinture vénitienne à nouveau. Et puis de l'autre côté, cet amateur qui est en train de scruter des belles femmes nues, donc un amour plus érotique, un amour plus sensuel, qui semble être ici montré par Watteau. Le voilà, un détail de ce curieux, un peu voyeur, qui représente aussi très bien le type de commanditaire que l'on va trouver pour Boucher et Fragonard. Alors justement, nous passons à notre deuxième héros du cycle, c'est François Boucher. Alors François Boucher, il est très différent de Watteau sous tout point de vue. C'est un peintre de grand succès, c'est un peintre qui va devenir le premier peintre du roi, le peintre de la favorite du roi, la marquise de Pompadour, un peintre brillant, extrêmement prolifique, qui se vantait d'avoir peint plus de 1000 tableaux. On le voit très bien dans ce magnifique portrait de peintre suédois Gustav Lundberg, qui nous montre un Boucher arrivé, un Boucher fier de lui, qui nous regarde droit dans les yeux, un Boucher qui avait de quoi être fier aussi. Il est, lui, natif de Paris, du Marais, donc dans la rue de la Verrerie, près de l'Hôtel de Ville. Et puis, on va voir en coulisses, en quelque sorte, je vais aussi vous parler des femmes de ces peintres, puisqu'elles vont elles aussi être des artistes, aussi bien la femme de Fragonard que la femme de Boucher, Marie-Jeanne Buzot, qui aurait peut-être posé pour le peintre, et qui en tout cas était miniaturiste, et qui va faire des copies des tableaux de son mari, qui va faire des miniatures d'après les tableaux de son mari, et qui va être très importante pour la réussite de la carrière de Boucher. Nous changeons de contexte historique, on va le voir, puisque Boucher donc va correspondre au règne de Louis XV, le long règne de Louis XV, surnommé le Bien-Aimé. Et il va, donc on va forcément parler de ce contexte historique, et au niveau de la formation de Boucher, eh bien, il est absolument nécessaire de rappeler que Boucher s'est formé en gravant d'après des tableaux de Watteau. Donc, il y a vraiment un fil rouge qui lie Watteau, Boucher, puis on va le voir Fragonard et Vigée-Lebrun. Donc, c'est un recueil de gravures d'après les œuvres de Watteau qui va être voulu et commandé par le grand mécène et protecteur de Watteau, Jean de Julienne. Et Watteau va produire donc de nombreuses gravures d'après ce maître disparu très jeune, en 1721. Et on va donc voir une formation sur la lignée du maître, et pourtant, Boucher va être très différent. Boucher va partir à Rome, il va passer 4 ans en Italie, étudier l'antique, il part avec des très grands peintres aussi du XVIIIe siècle français, qui sont les frères Van Loo, et il va étudier donc la grande peinture italienne. Alors c'est ce qu'on appelait le grand tour au XVIIIe siècle qu'accomplissaient les artistes et les aristocrates pour aller toucher, voir l'Antiquité et également les grands maîtres de la Renaissance italienne. À son retour, il va fournir la pièce de réception à l'Académie, que vous voyez ici,
et qui représente un sujet, somme toute, assez classique. Il s'agit de Renaud et Armide, c'est un thème littéraire, c'est un thème qui provient de La Jérusalem délivrée d'Utas, donc une œuvre italienne qui a été écrite au XVIe siècle, avec cette peinture classique, donc un sujet bien défini, on est bien loin des fêtes galantes de Watteau, eh bien, il va montrer son savoir-faire et il va être accepté comme académicien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Boucher va donner une interprétation très personnelle de ce sujet en accentuant justement le plaisir et l'amour. Il s'agit d'une idylle qui a lieu donc pendant la première croisade, hein, je vous rappelle la Jérusalem délivrée. Il s'agit donc d'un roman, d'un poème épique qui narre la première croisade, mais qui narre aussi les amours de Renaud et Armide, qui était une espèce de Circé, une magicienne qui l'ensorcelle et qui l'empêche de retourner au combat. Il y a donc ici la représentation d'un combat entre la raison et le devoir et l'amour. La jolie Circé, peut-être, est inspirée de la propre femme de Boucher, et on va voir que Watteau donc s'éloigne des grands modèles qui avaient pu le précéder. Alors oui, le thème de Renaud et Armide est dialogue avec l'actualité des spectacles à Paris, hein, je vous le disais, il va y avoir des constants dialogues entre les œuvres théâtrales, les œuvres musicales et les œuvres picturales. Et donc, Lully, à la fin du XVIIe siècle, oui, va donner pour la première fois cette représentation qui est dédiée à Armide et qui va être reprise 8 fois. Ici, vous voyez une représentation donc, qui a lieu en 1761 et pour laquelle Boucher va fournir les décors. Donc, c'est un thème qui lui est cher. Et je vous montre comme opposition, pour vous montrer le contraste, ce qu'avait pu offrir Poussin, le grand peintre du grand siècle français, le peintre du classicisme, qui avait mis l'accent, lui, sur le moment tragique, c'est-à-dire le moment où Armide doit prendre son courage à deux mains et tuer Renaud, mais elle en est amoureuse, et donc elle combat, ici c'est le combat plutôt féminin, alors que dans l'autre c'est le combat masculin, et elle doit donc tuer son amoureux pour sauver son idéal et son peuple. Et ici, donc, c'est le sens du tragique. On est bien loin du plaisir de Boucher, pardon. Et Boucher s'inspire peut-être plus vraisemblablement, Boucher est opposé à Poussin, hein, vous l'avez compris, il est plutôt du côté de l'Italie et des Vénitiens. Il va être formé notamment par Sebastiano Ricci, qui est un Vénitien qui est actif à Paris. Et ici, on voit ce peintre vénitien qui s'appelle Gregorio Lazzarini, qui nous montre le même thème, qui met l'accent donc sur l'amour plutôt. Alors, le séjour en Italie de Boucher a vraisemblablement eu un impact sur ses choix picturaux. Mais Boucher, c'est aussi le peintre du roi. Et pour le roi, il va travailler à Versailles pour les petits cabinets, donc les nouveaux appartements de Louis XV. Et on va voir qu'il est capable de faire des sujets complètement différents, de changer complètement de registre. Et ici, de représenter une chasse au léopard. Je vous le montre parce que ce n'est pas notre thème, nous allons nous dédier à l'amour, mais il est important de garder ça en tête, la versatilité aussi de Boucher. Mais sa production majeure, c'est celle qui est dédiée à l'amour, notamment les amours pastorales, comme ici, dans ce tableau qui s'inspire d'une pièce de théâtre d'un ami de Boucher qui s'appelle Favart, qui va donner son nom à l'une des salles de l'Opéra Comique d'ailleurs. Et l'on voit ici donc les amours de ces deux bergers, avec un titre qui montre bien un petit peu l'esprit coquin ou le double sens de ces peintures. Pense-t-il au raisin? Il s'agit de deux amoureux qui se donnent la béquée, qui se donnent à manger ces grains de raisin et qui, évidemment, nous font penser à une scène de séduction. Et vous voyez ici qu'on a une touche qui est très, très différente de celle de Watteau. C'est beaucoup plus dessiné, c'est beaucoup plus classique.
Et cette scène de pastorelle correspond à un goût qui se développe à l'époque. Alors, le thème de la nature, vous voyez ici, est récurrent. Il ne s'agit plus d'aristocrates officiellement, il s'agit de bergers. Mais notre Boucher va être critiqué parce qu'il peint ses bergers comme des aristocrates, justement. Donc, il va être souvent critiqué pour son manque de réalisme. Effectivement, Boucher, c'est le peintre qui crée, en quelque sorte, qui se fait le meilleur représentant du style rocaille, rococo, c'est-à-dire un style qui privilégie l'artifice, finalement, et non pas le réalisme. Donc, on voit ici cette chaîne charmante avec des visages complètement idéalisés. Vous voyez ce jeune homme qui semble plus une jeune fille qu'un jeune homme, finalement. Donc, il s'agit d'une commande qui correspond à cet esprit libertin de libération des mœurs et de la sexualité qui a lieu sous la Régence et sous Louis XV, mais c'est très soft, c'est quand même toujours un esprit idéal avec des sous-entendus, mais pas des scènes véritablement explicites. Vous voyez ici à nouveau l'importance de la gravure, on en reparlera. Et puis, Diderot va être l'un de nos protagonistes de cette conférence sur Boucher, puisqu'il va un petit peu poursuivre, persécuter plutôt Boucher avec ses critiques. Vous savez, Diderot, c'est un personnage extraordinaire, non seulement pour la philosophie, mais également pour les salons, puisqu'il va tenir une chronique des salons qui ont lieu une année sur deux à Paris, et il va tenter dans ces salons, donc en décrivant et en donnant son avis sur les toiles qu'il peut observer, il va tenter de définir qu'est-ce que le bon goût, le mauvais goût. Alors Boucher va devenir véritablement l'incarnation du mauvais goût pour Diderot. Et qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche une dégradation du goût, de la couleur, de la composition qui correspond à la dépravation des mœurs. Donc, à travers la peinture, c'est une critique morale de la société qui l'entoure, finalement, qui se fait. Alors, on verra, il y a quelques passages de Diderot qui sont même assez amusants. Il y a un passage dans lequel il dit « Appelez la police, qu'on fasse sortir tous ces bergers et toutes ces bergères du salon, ils n'ont pas leur place, ils sont complètement artificiels, surréalistes. Il déplore véritablement qu'un si bon peintre, parce qu'il reconnaît son talent, se prête à des sujets aussi superficiels. » Alors, on en parlera, c'est un des thèmes très importants à propos de Boucher. Et puis, bien sûr, nous serons amenés à parler de la favorite, la maîtresse en titre de Louis XV, la première maîtresse en titre de Louis XV, qui est la marquise de Pompadour, qu'il va immortaliser dans ce splendide portrait dont on parlera plus en détail, et dans lequel on voit la marquise qui veut passer à la postérité comme une intellectuelle. C'est une femme de lettres, c'est une mécène, c'est la protectrice des philosophes, des peintres, des artistes en général, des hommes de lettres. Et ici, c'est intéressant de voir que l'image de la femme est double, parce qu'elle ne renonce pas à sa féminité et à sa séduction. Elle est dans une pose assez lascive. Boucher accentue cet aspect séducteur finalement de la marquise de Pompadour, mais attention, dans un contexte qui montre son degré de connaissance de la littérature. Elle a un livre dans la main, le fait qu'elle écrit elle aussi, il y a une lettre ici, vous voyez l'enveloppe, son goût aussi, puisque les meubles qu'on peut admirer ici sont ceux qui sont à la dernière mode, et puis la robe somptueuse. Alors là, c'est vraiment le portrait rocaille par excellence, c'est-à-dire le portrait de l'exubérance, de l'exaltation des tissus, des décorations. Il n'y a presque pas de ligne droite, ou plutôt il y en a qui sont dans le fond pour exalter justement les courbes de cette robe et de cette marquise, aussi joli visage qui regarde au loin, l'air inspiré. Elle va avoir des relations assez amicales avec Boucher. Elle va devenir sa grande mécène, elle va lui commander beaucoup de portraits, et elle va également prendre des cours auprès de Boucher, des cours de gravure en particulier.
Et ici, voilà, un petit détail, on en verra d'autres des détails parce que c'est vraiment un délice ce tableau. J'insiste aussi sur les couleurs parce que ça, c'est vraiment les couleurs rocaille, ce vert, ce bleu, ce rose aussi, qui sont typiques de Boucher. On peut dire que Boucher invente véritablement un langage. On le retrouve ici avec la toilette de Vénus. Je vous le montre un petit peu rapidement parce que sinon je crois que je vais être trop longue. On en reparlera bien sûr. La toilette de Vénus, pourquoi? Parce que d'abord c'est un grand thème de l'histoire de l'art. C'est intéressant de voir comment Boucher l'interprète. Et puis c'est un portrait cryptique, un crypto-portrait de la marquise de Pompadour en Vénus. Regardez la ressemblance entre ce portrait au pastel que Boucher a fait d'elle quelques années auparavant et cette Vénus, donc, qui a une coiffure très semblable et des traits très semblables. Alors, c'est vrai que chez Boucher, les femmes sont un petit peu stéréotypées. Mais tout de même, on ne peut pas s'empêcher de voir la ressemblance. D'autant plus que la marquise de Pompadour a demandé à Louis XV de pouvoir monter une petite troupe de théâtre amateur pour jouer dans les petits appartements, justement. Et elle va donner, en 1750, le 25 février, une pièce qui s'appelle La toilette de Vénus, dans laquelle Madame de Pompadour joue le rôle de Vénus. Alors là aussi, on ne peut pas s'empêcher de voir le dialogue entre le spectacle et la représentation picturale. Et puis, ce sera l'occasion pour nous de nous pencher sur ce thème de la Vénus, bien sûr, qui a été décliné en peinture depuis la Renaissance, si ce n'est depuis l'Antiquité, bien sûr, avec toujours un œil vers Rubens, qui continue d'être le maître, mais on voit ici que Boucher s'en éloigne, il propose quelque chose de très différent. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais on le verra ensemble. Le thème de la Vénus au miroir que l'on trouve aussi chez Titien. On va voir comment Boucher renouvelle ce thème, s'écarte un peu des grands maîtres pour donner sa propre version, donc en style rocaille. Et puis, pour clore sur Boucher ce soir, mais nous y passerons pas mal de temps lors de la conférence, cette magnifique odalisque brune, puisque Boucher est le peintre des idylles pastorales et des amours des dieux, mais il a aussi réalisé quelques peintures de boudoir, comme on les appelle, pour des intimes, pour des commanditaires souvent à la réputation très libertine. Et cette odalisque brune qui se trouve au Louvre est très intéressante parce que, bien sûr, quel est le centre, le point focal de cette peinture? Eh bien, c'est le fessier charmant de cette belle femme. Mais au-delà de ça, alors imaginons que ce tableau n'était pas exposé, bien sûr, dans le salon d'un commanditaire privé dans un hôtel particulier. Il était très vraisemblablement, comme l'origine du monde de Courbet, il était caché par un rideau probablement et dévoilé seulement aux amis les plus intimes. Mais c'est un tableau qui reflète aussi la littérature de l'époque, puisqu'elle fait référence très probablement à des contes qui circulaient sous le manteau à cette époque, et notamment le Sofa de Crébillon, qui a été publié en 1742 et qui narre les déboires d'un personnage, le narrateur, qui est transformé en sofa et qui ne pourra être délivré de son enchantement que si deux personnes se donnent réciproquement sur le sofa. Donc il va en fait assister aux amours et aux visites de toute une quantité de personnages. C'est un écrit qui est à la fois libertin, érotique, mais aussi une critique sociale acerbe et qui est très intéressante. Alors ça, je me réfère à Guillaume Farou, qui a fait cette découverte et qui a proposé cette lecture, mais on en reparlera. Et puis bien sûr, l'odalisque, le thème de l'Orient qui est à la mode à cette époque et qui va être décliné ensuite par Ingres. On va forcément parler aussi de Ingres et de voir comment évolue ce thème de l'Orient. Alors Fragonard va être notre troisième conférence de ce mois de juin. Et pour Fragonard, j'ai choisi de commencer par ce petit putto,
qui s'appelle L'amour-folie, que Fragonard va réaliser à l'origine pour Madame du Barry, la deuxième grande favorite de Louis XV, et qui représente, je pense, à la perfection la conception de l'amour pour Fragonard, parce qu'on va avoir encore une autre vision. Fragonard va être un peintre qui véritablement se dédie aux commandes libertines, qui va faire des peintures très osées, qui correspondent à des nouvelles qui sont elles aussi très osées, libertines, voire pornographiques. Mais il le fait d'une manière qui est toujours légère et joyeuse. Alors cet amour-folie, je trouve qu'elle représente bien, aussi bien les thèmes qu'il va traiter, mais également sa fougue, sa désinvolture et sa force aussi, parce que Fragonard est un peintre vraiment extraordinaire que l'on va découvrir ensemble. Alors, il se forme chez Boucher. Il naît à Grasse, d'une famille probablement d'origine italienne, et il part à Paris très tôt, et il va demander à ses parents de pouvoir entreprendre la carrière de peintre, et il va être formé chez Boucher. Ici, vous voyez Fragonard, l'autoportrait de Fragonard, et puis sa femme également que je voulais montrer. Je n'ai pas réussi à trouver une image meilleure que ce portrait un peu de biais de la femme de Fragonard. Pourquoi j'ai voulu vous la montrer? Parce que elle s'appelle Marie-Anne. J'ai le nom qui m'échappe, excusez-moi. Peut-être que quelqu'un le sait, va pouvoir m'aider. C'est une Gérard, pardon, Marianne Gérard. Et donc, elle est peintre, elle aussi. Elle va jouer un rôle très important dans la vie de Fragonard. Et comme Fragonard est toujours lié à l'idée d'un libertin, finalement, c'est assez intéressant de voir qu'elle était très heureuse en ménage et qu'elle aussi, elle a peint des scènes libertines et que finalement, ce sont ses commanditaires qui sont libertins. C'est véritablement le contexte dans lequel il travaille plus que le peintre lui-même. Alors, toujours un peu essayer de détacher l'œuvre de l'homme. Et je vous le disais, Marie-Anne Gérard, la femme de Fragonard, a une sœur qui s'appelle Marguerite Gérard, que vous voyez ici, qui va travailler avec Fragonard, à tel point qu'il est parfois difficile de savoir quelle est la main de Fragonard et quelle est la main de Marguerite Gérard. Donc, on commence à voir aussi l'image de la femme active, la femme peintre, qui s'affirme petit à petit et qui va bien sûr être évoquée de manière plus approfondie avec Vigée Lebrun. Alors, c'est intéressant de voir que Fragonard commence sa carrière en grande pompe, avec un grand succès. Il est reçu à l'Académie avec ce thème très classique, cette peinture très classique, très admirée par ses contemporains, très éloignée de l'esprit frivole qu'on lui connaît. Et il va, en fait, paradoxalement, il ne va pas continuer sur cette veine. Il aurait pu continuer dans la peinture d'histoire, il aurait été un grand peintre officiel, mais non, il va lui-même choisir de se spécialiser dans ces petits tableaux pour des commandes privées, pour des amateurs, sur le thème de l'amour érotique, l'amour sensuel, le libertinage. Comme par exemple ici, dans ce Colin Maillard, qui est vraiment dans la tradition de Boucher. On voit qu'au début de sa carrière, il est encore très très proche de son maître, mais avec quelque chose qui change quand même, parce que les pastorales de Boucher restent assez morales finalement. Il s'agit de petits bergers qui s'aiment, qui vont rencontrer des embûches à leur relation, et puis qui finalement souvent vont parvenir à pouvoir vivre leur amour en paix. Chez Fragonard, ici par exemple, on a la représentation d'un jeu, un jeu amoureux, un jeu je vois, je ne vois pas, puisqu'on a cette jeune fille qui a les yeux bandés et qui doit donc attraper son amoureux qui se trouve derrière elle. L'amoureux, voyons si j'ai un détail, oui, l'amoureux lui chatouille le nez pour la taquiner, alors que les petits amours à côté cherchent de la déstabiliser également. Mais si vous regardez bien, la jeune fille, en fait, voit tout ce qui se passe. On voit ses yeux sous le bandeau. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, ça donne l'idée qu'elle est consentante, bien sûr, à ce jeu et qu'elle est peut-être elle-même la maîtresse du jeu.
Et cette figure de la femme qui finalement domine la relation, on va la trouver chez Fragonard. Bien que les peintures soient libertines, on va très souvent trouver des femmes qui finalement sont elles, qui tiennent les rênes de la relation, du jeu érotique. Alors, par exemple, ici, je vous montre ces baigneuses qui sont d'une modernité absolument incroyable, parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant un tableau de Cézanne, un tableau pré-impressionniste, un tableau où la touche de peinture s'envole, est véritablement libre. Et puis ces femmes, cette joie du corps nu, cette liberté de ces femmes, c'est un thème, celui des baigneuses, qui dérive de la mythologie de Diane et ces nymphes qui sont découvertes par Actéon. Ici, on voit qu'au XVIIIe siècle, il n'y a plus besoin de mythologie pour représenter les baigneuses. Donc, les nymphes, il n'y a plus de Diane, il y a seulement des nymphes, des magnifiques jeunes femmes qui sont en train de prendre leur bain. Et c'est un prétexte, bien évidemment, pour montrer leur beauté. Et ici, on a un écho avec à nouveau un poème, le poème de Zélis au bain. Je vous lis ce petit extrait parce qu'on dirait que c'est une illustration de cette peinture. Entendez-vous cet amoureux murmure que forme l'onde autour de son beau corps? Voyez ses flots, voyez comme il s'empresse près de Zélis et comme il la caresse. L'idée que le flot caresse le corps comme le pinceau caresse ses corps est vraiment très convaincante, je trouve, pour comprendre ce tableau. Alors là, on a vraiment un peintre, vous comprenez la fougue de Fragonard en voyant ce tableau. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le montrer, même s'il n'est pas directement sur le thème de l'amour. Mais bon, évidemment, le commanditaire qui admirait ses corps devait forcément ressentir une émotion. Alors, regardez ici ces détails, vous voyez vraiment la touche libre, la trace de pinceau que l'on voit, une touche grasse qui est généreuse, qui embrasse tout dans ce tableau. Et puis, je vous disais, la femme dominante, donc qui domine le jeu de l'amour, eh bien, on l'a ici, dans ce tableau intitulé Les hasards heureux de l'escarpolette, que vous connaissez, sur lesquels je reviendrai plus en détail. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est le tableau peut-être le plus célèbre de Fragonard. Il se trouve à la Wallace Collection. On en parlera aussi de The Musée parce que c'est le plus beau musée sur le XVIIIe siècle français qui existe, avec un grand nombre de toiles de Watteau, de Fragonard, de Boucher. Et donc ici, eh bien, vous voyez la figure féminine au centre qui domine et qui va et vient de son mari à son amant. Alors, la commande a été faite par l'amant. On ne sait pas exactement l'identité de cet amant qui a demandé expressément au peintre. Au départ, ce n'était pas Fragonard, mais Fragonard reprend la commande. L'autre peintre s'est refusé d'exécuter cette commande parce qu'il s'agissait, selon les dires donc, de ce peintre, ce premier peintre à qui a été passée la commande, qui s'appelle Gabriel François Doyen, il écrit qu'on lui a demandé, le commanditaire aurait dit « Je désire que vous peignissiez, madame, sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon, moi, que je sois à portée pour voir les jambes de cet enfant et mieux même. » Donc, les jambes et voire plus, c'est bien ce qu'on voit ici. Elle soulève nonchalamment, de manière très involte, sa jambe, elle lance son petit soulier en direction de son amant. Le mari cocu ne comprend rien, il est dans l'ombre, il est plus âgé, et elle, finalement, maîtrise la situation. Elle est la seule à vraiment dominer toute l'intrigue amoureuse qui se déroule ici. Alors, on voit véritablement ici un tableau libertin, un tableau qui chante le triangle amoureux et qui fait écho aussi au théâtre de l'époque, au vaudeville, à Marivaux, intrigues amoureuses développées dans le théâtre de manière spectaculaire ici avec Watteau, parce qu'on en reparlera, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a des détails de ce tableau qui sont vraiment très, très intéressants.
Je vous montre un petit peu plus rapidement certains thèmes qui sont tout à fait nouveaux à l'époque, hein, cette culture du libertinage qui va être développée euh, par Fragonard pour ses commanditaires, le baiser dérobé, avec à nouveau un triangle amoureux, une jeune femme dont on ne sait pas si elle est consentante, pas consentante, elle résiste, mais en fait peut-être qu'elle est quand même consentante. Donc toutes ces interrogations, ces ambiguïtés qui font le charme de ces peintures. Des ambiguïtés qui ne sont pas toujours ambiguës, puisqu'ici on voit clairement un assaut de la part d'un galant vers sa proie, qui est cette jeune femme qui tout de même sourit. Donc on peut imaginer qu'il s'agit d'un combat avec le polochon ici, un combat amoureux mais joyeux, hein. Il s'agit toujours d'une joie exaltée dans l'amour. Ou alors cette délicate jeune fille, bien sûr. Alors là, on est vraiment, nous, en tant que spectateurs, des voyeurs hein, devant ces scènes. Cette petite jeune fille qui joue avec son chien, et bien sûr, elle a les seins nus et elle dévoile presque l'intérieur de ses cuisses. Mais nous nous transformons en voyeurs et donc nous devenons complices de Fragonard. Et donc c'est très intéressant aussi toute cette culture du voyeurisme finalement, qui fait encore écho à toute une littérature érotique qui à l'époque circulait dans l'élite. Donc la petite fille avec le chien. Et puis, je vais aussi parler lors de cette conférence, bien sûr, du verrou, ce célèbre tableau, très célèbre tableau de Fragonard, qui est très ambigu. On va voir qu'ici, peut-être, se dessine quelque chose de différent. Non plus la joie de l'intrigue amoureuse, non plus le jeu, mais quelque chose de plus dramatique. En effet, si l'on observe les traits des amants, la femme n'est plus consentante, elle n'est plus souriante. Et l'homme est représenté extrêmement fort. On voit la force brutale qui l'oblige à accepter d'avoir le verrou donc fermé. Excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. Hein. On a ce couple qui donc est en pleine lutte parce que l'homme veut fermer le verrou pour évidemment donner suite à leur étreinte. Et cette femme qui s'oppose. Alors, bien sûr, si l'on regarde de plus près, on a l'impression que cette femme n'est pas consentante, encore plus si on regarde les dessins, puisque dans les dessins préparatoires, elle avait un sourire. Il y a quelque chose qui est changé dans la réalisation finale. Et c'est encore plus troublant si l'on sait que ce tableau est un pendant à un autre tableau qui, lui, est religieux. L'Adoration des bergers. Le même commanditaire a demandé ces deux tableaux du même format, avec un style très semblable, à Fragonard. Alors, on va s'interroger là-dessus. Je ne vous dirai pas encore exactement ce qu'on peut en penser et quelles sont les hypothèses d'interprétation sur ce tableau, mais il y a quelque chose qui change dans les années 70 du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, à cette époque, on va voir de nombreux tableaux de Fragonard dédiés à la famille. Je vous l'ai dit qu'il a apparemment été un très bon père. Il a perdu sa fille et ça a été lorsqu'elle avait 18 ans et ça a été pour lui une tragédie. Et ici, on voit justement un père aimant qui regarde un petit enfant, son petit enfant qui dort chez la nourrice. Donc, un Fragonard qui se moralise finalement probablement sous l'influence de la société qui est en train de changer et qui va prendre une nouvelle conscience de ce qu'est l'enfance, de ce qu'est le rôle du parent et par conséquent également des relations amoureuses. C'est ce qu'on va voir donc avec notre dernière protagoniste qui est Elisabeth Vigée-Lebrun, à propos de laquelle nous parlerons de l'image de l'enfant, de l'enfance dans l'art, de la relation maternelle qu'elle a su comme personne jusqu'à elle immortaliser et qu'elle a su renouveler. Alors, Elisabeth Vigée-Lebrun, donc, elle est très très importante comme portraitiste, hein, surtout, c'est vraiment sa production est dominée par l'art du portrait, et elle est aussi intéressante parce qu'elle se montre dans ses autoportraits comme une femme très sûre d'elle, une femme qui a réussi dans un milieu extrêmement masculin,
qui est devenue la portraitiste des grands, la portraitiste de Marie-Antoinette, et qui va donc s'affirmer comme femme peintre, avec une détermination, une assurance absolument sans égale. Alors, avec elle, on va changer de contexte, bien sûr. On va parler, elle est active aussi sous Louis XV, mais on va surtout parler de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc, on change encore de génération et on va voir que Vigée-Lebrun, je vous le disais, est véritablement une figure de l'émancipation de la femme comme peintre et aussi comme femme qui tient salon. Ici, vous voyez l'hôtel particulier où elle a vécu, qui se trouve au 19 rue de Cléry à Paris, et qui a accueilli un salon très à la mode. Donc, elle est à la fois peintre, à la fois mondaine, elle fréquente les plus hauts milieux, et puis la dernière caractéristique qui est fantastique avec elle, c'est qu'elle a écrit ses mémoires, et donc, on a véritablement son opinion sur son époque, sur les personnes qu'elle a fréquentées en tant que peintre, sur ses œuvres même. Alors, on va pouvoir donc considérer Vigée-Lebrun non seulement comme une peintre, mais aussi comme une écrivain, et une des sources extrêmement précieuses. Alors, c'est très beau de voir que c'est une femme qui a été encouragée par un homme qui est son père, qui lui-même était un grand portraitiste, et qui va lui déclarer, selon nos sources, « Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera, après avoir vu l'un de ses dessins. » Donc, Louis Vigée, qui va mourir jeune, mais qui va laisser donc, qui va encourager sa fille, qui ne peut pas accéder à l'académie tout de suite, elle ne peut pas accéder aux cours de peinture, donc elle va se former en autodidacte. Et elle va très vite représenter les membres de sa famille et devenir une grande représentante donc, du genre, du portrait. La consécration, ce qui va vraiment la lancer comme portraitiste, c'est le choix que Marie-Antoinette fait le choix qu'elle fait de Vigée-Lebrun pour ce portrait en habit de cour. Marie-Antoinette avait cherché plusieurs peintres, elle n'en était pas satisfaite, et finalement, c'est avec Vigée-Lebrun qu'elle va être pleinement satisfaite donc, de cette représentation officielle. Une représentation très officielle, donc, qui va permettre à Vigée-Lebrun d'avoir la protection de la reine. Et cette protection de la reine, on en parlera bien sûr plus en détail de ces tableaux. Là, je vais un petit peu vite. Mais c'est cette protection royale qui va lui permettre d'être acceptée à l'Académie, non pas qu'elle manquait de mérite et qu'elle avait besoin d'un soutien, mais parce que à l'époque, il était extrêmement difficile pour une femme d'entrer à l'Académie, et en plus, elle était mariée à un marchand de tableaux, ce qui n'était pas autorisé pour les peintres de l'Académie. Elle devient donc l'une des 14 femmes académiciennes sur 550 membres. Il y avait quelques femmes, ce sera l'occasion justement de parler des femmes peintres qui ont travaillé aux côtés de Vigée-Lebrun. Et en 1783, donc, elle va offrir son morceau de réception à l'Académie qui représente la paix ramenant l'abondance, donc un sujet classique, mais un sujet qui fait aussi écho à l'actualité puisque la France était engagée dans la guerre de sécession en Amérique, et donc elle va représenter à travers cette image le traité de paix qui avait été signé. Donc ça tombait très bien. Elle va démontrer son talent. C'est un tableau qui a suscité beaucoup d'éloges pour la qualité picturale. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur les portraits de Marie-Antoinette parce que ça nous éloigne un petit peu du thème de l'amour, mais on peut dire que Marie-Antoinette va vraiment tisser un lien d'amitié très fort avec Élisabeth Vigée-Lebrun. Bon, j'exagère un petit peu parce qu'évidemment, il s'agit d'une reine, mais les mémoires d'Élisabeth Vigée-Lebrun témoignent de la grande bienveillance que la reine avait pour sa peintre favorite. Et elle va même déclarer que Élisabeth Vigée-Lebrun lui fait aimer la peinture. Alors c'est cet amour de la peinture aussi qu'on peut voir avec Vigée-Lebrun, la lutte qui lui a permis d'accéder
un métier réservé aux hommes, et puis l'amour de la peinture qu'on ressent aussi dans les effigies des personnes qu'elle va représenter. Alors ça, c'est un tableau scandaleux, on en reparlera, pour la tenue dans laquelle se présente la reine, trop décontractée, hein, une reine en chemise, c'était absolument pas bien vu, et elle va avoir beaucoup de critiques à cette époque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir cette émancipation de la femme, le fait que la reine aussi voudrait pouvoir se montrer de manière différente et non pas seulement dans un portrait hiératique comme celui-ci qui va être réalisé après, qui est magnifique, mais qui la montre comme beaucoup plus éloignée évidemment de son peuple que l'autre qui était plus en accord avec les canons de la mode de l'époque. Marie-Antoinette et ses enfants va être l'un des sujets importants pour Vigée-Lebrun, justement ici. Alors c'est un tableau officiel, c'est un tableau encore très justement figé. Regardez, la figure de l'enfant, elle est idéalisée et on ne voit pas vraiment d'expressivité, même s'il n'est pas en pose. Et ça, c'est déjà quelque chose. Mais on va voir que à travers ses portraits de Marie-Antoinette, à travers ses autoportraits avec sa fille et les portraits qu'elle va faire de femmes avec leurs enfants, eh bien c'est une image différente de l'enfance qui va se dessiner. Un amour maternel qui est quelque chose de nouveau à l'époque, puisque, alors je vous montre un petit détail, et je vous fais remarquer aussi ce petit détail, pour nous ça semble banal, mais à l'époque ça ne l'était pas. Elle se représente en montrant ses dents. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Le sourire et les dents n'étaient pas acceptés. Hein. On a très très peu de portraits avec les dents visibles. Eh bien, Vigée-Lebrun va être une de celles qui amène cette nouveauté dans le portrait. Je vous disais donc qu'à travers les portraits d'enfants, elle va illustrer très bien cette nouvelle vision de l'éducation qui a été apportée notamment par l'Émile, le traité sur l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, qui prône un nouveau rapport de la mère à son enfant. Notamment, il va encourager les femmes à allaiter au lieu de confier leurs enfants en bas âge à des nourrices. Et puis les hommes à prendre soin de leurs enfants, parce qu'il faut former des citoyens. Il s'agit d'une réévaluation, d'une reconsidération de l'enfant comme enfant et non pas comme petit adulte. Donc c'est un traité fondamental, on aura l'occasion d'en parler, et on voit que la vision de Rousseau, eh bien, elle est accueillie pleinement par Vigée-Lebrun, qui va avoir une tendresse infinie envers sa fille Julie, et qu'elle va représenter dans ses autoportraits plusieurs fois. Ici, dans ce tendre portrait où elles sont enlacées et regardent droit vers le spectateur, et qui, ce sera l'occasion pour nous de refaire un petit peu un panorama de cette représentation de l'enfance dans la peinture, puisque bien sûr la source c'est ça, c'est la Vierge à l'enfant. On va voir comment elle a été déclinée, cette tendresse maternelle chez les Italiens, chez les grands maîtres italiens, comment le portrait officiel avec l'enfant va petit à petit se décoincer en quelque sorte, devenir plus naturel, plus spontané. L'enfant ne sera plus représenté comme un petit adulte, mais comme un petit être qui est différent, qui a des besoins différents, qui a besoin de bouger, ne pas se mettre en pause, qui n'est pas capable de tenir la pose trop longtemps. L'un des grands modèles de Vigée-Lebrun, c'est bien sûr Rubens, avec ce beau portrait de Hélène Fourment et son fils Franz, qui va alimenter aussi la culture visuelle de Vigée-Lebrun. Et puis, ce portrait aussi de sa fille qui est cette fois seule. Et ici, il y a un espèce de manifeste de peinture aussi, parce qu'on la voit de profil, on la voit de face en même temps. Là, ce jeu de miroir qui est très intéressant. Et puis, on va voir avec Vigée-Lebrun aussi comment les mœurs, la culture, la société et l'histoire changent, puisque petit à petit va s'affirmer le néoclassicisme de Jacques-Louis David et bien sûr la Révolution française. Vigée-Lebrun va devoir fuir. Elle était, lors de la Révolution, chez la comtesse du Barry. C'est pour ça que je vous montre ce portrait ici. Elle va déclarer qu'avant la Révolution, les femmes régnaient finalement dans cette société. C'est un petit peu l'idée qu'on en a en regardant la peinture, en regardant les tableaux qu'on a vus ensemble.
Et puis, donc, ce sera l'occasion aussi de se pencher sur ses souvenirs dans lesquels elle relate justement ses pérégrinations. Elle est exilée de France, elle va partir en Italie, elle va aller jusqu'en Russie. Et grâce à ses souvenirs, on en sait beaucoup sur elle et sur les personnages qu'elle a fréquentés. Avec toujours notre fil conducteur qui sera celui de l'enfance, avec des magnifiques portraits comme celui de cette princesse russe, ou encore Caroline Murat avec sa petite fille qui lui indique quelque chose, un portrait officiel, dans lequel elle va toujours essayer de mettre une touche de spontanéité, une touche d'enfance, justement. Et pour conclure ces deux citations de cette grande femme qu'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, je n'ai jamais voulu devoir qu'à ma palette, ma réputation et ma fortune, et je n'ai eu de bonheur qu'en peinture. Je vous remercie. Ah, alors il s'agit tout simplement d'un ouvrage qui est dédié au régent. Donc ça, c'était au tout début de la conférence. Et 1998, c'est la date de publication de cet ouvrage. Rien à voir avec Alain Delon, je vous rassure. Alors, comment différencier Watteau et Fragonard? J'espère que je vous l'ai montré. Finalement, ils sont très différents. Mais si vous voulez vraiment bien les différencier, il va falloir vous inscrire peut-être. Comme ça, vous aurez une image plus claire. Autant de couleurs rouges. Ah, bonjour Mireille, on se connaît. On habite toutes les deux à Vérone. Alors, eh bien, peut-être tout simplement une allusion à la passion, ou alors parce que c'est ce rouge rose, hein, plutôt, qui est aussi typique de cette peinture rococo. On l'a vu avec Boucher et on la voit aussi avec Fragonard, un peu artificielle parce que c'est le début de la carrière de Fragonard. Il est encore très proche de Boucher. Oui, alors Chypre, ça c'est relatif à l'île de Cythère, l'île où Vénus serait arrivée juste après sa naissance. Eh bien, c'est soit Cythère, soit Chypre. On a plusieurs versions, hein. Vous savez, la mythologie, il y a toujours beaucoup de versions. Donc, Cythère ou Chypre sont deux possibilités. Alors, l'homosexualité, il y a des choses, hein, on va en parler, bien sûr, dans les contes qui circulaient sous le manteau, on a des cas oui, de relations homosexuelles, saphistes, même dans les baigneuses de Fragonard. Je ne sais pas à quoi vous vous référez, Madame Anaïs Garcia, mais dans le tableau des baigneuses de Fragonard, on peut voir des baigneuses qui jouent ensemble et qui semblent se taquiner de manière un petit peu érotique, justement. Donc, un amour saphique, peut-être. Les reproductions sont-elles très fidèles? Là, c'est toujours un grand problème, hein. Bien sûr, il faut aller dans les musées, il faut aller voir les... Alors, je ne sais pas si vous parlez des gravures, peut-être. Alors, je ne sais pas. Si vous parlez des gravures, en général, elles sont fidèles. Il peut y avoir quand même des petites variations. Et si vous parlez en revanche des reproductions sur l'écran, alors là, évidemment, il y a toujours des différences de couleurs, hein. Ça, j'essaie de trouver les meilleures possibles, mais il faut aller dans les musées voir ces tableaux.